Bonjour à tous les amateurs de poésie. Accent tonique dans l'alexandrin classique. Pour l'auteur-déclamateur que je suis, il est important d'apprécier dans quelle mesure le marquage des accents toniques peut ou non améliorer la prestation déclamatoire. L'auteur, quant à lui, peut s'interroger sur la pertinence de certaines préconisations au niveau de l'écriture relativement à ces accents toniques. Nous allons considérer successivement ces différents points. Généralité sur les variations sonores dans le discours littéraire. Le discours littéraire varie en intensité, en hauteur, en durée. C'est ce qui détermine l'intonation et les accents toniques. Ce sont des syllabes où le son est amplifié en intensité, en hauteur, en longueur. Et la répartition particulière des accents toniques dans certaines formes littéraires, notamment la poésie, peut constituer une scansion, c'est-à-dire un rythme. En langue française, les accents toniques sont essentiellement des accents de force et on considère qu'ils sont assez peu marqués par rapport à d'autres langues européennes. En conséquence, la notion de scansion, a priori, s'applique assez peu. La poésie française est syllabique, c'est constitutif de ces règles, et nous allons voir dans quelle mesure les notions d'accent tonique, de scansion, peuvent s'y appliquer. Alors, considération préalable sur les accents toniques. En premier lieu, si l'on considère un mot isolément, on peut distinguer un accent initial possible sur la première syllabe, un accent d'attaque. Par exemple, sémaphore ici, si je dis sémaphore, ce sera la syllabe C, où on peut avoir le plus souvent un accent tonique possible, soit sur la voyelle finale si le mot se termine par un son vocalique affirmé avec ou sans consonne finale, ou soit sur l'avant-dernière syllabe, si la dernière syllabe correspond à une syllabe avec E post-accentuelle. Alors on comprendra aisément à partir d'un exemple. Matin, final, eh bien, l'accent tonique sera sur tin et nal. En revanche, dans le mot colline, eh bien, l'accent sera sur li. Considérons immédiatement un exemple. J'ai noté ici les accents toniques en orange. Nous allons écouter la déclamation correspondante par ma partenaire du Cercle Amélie Murat, Josiane Moral-Robin, et je lui ai demandé de bien appuyer sur les accents toniques pour bien les repérer. La brumeuse colline au lointain s'illumine. Je la vois le matin s'animer au vent d'ouest. Ce matin froid me glace et le vent d'ouest maigrit. Scansion et accent tonique. Dans un syntagme, il apparaît souvent un phénomène de report de l'accent tonique en des points plus ou moins éloignés. Ainsi, tout accent tonique potentiel ne l'est pas obligatoirement selon sa position dans le syntagme, et c'est ce qui détermine une scansion, pas forcément régulière, relative à un syntagme et non pas à un mot lui-même. Alors par exemple ici, je la vois le matin, ce matin froid. Eh bien, la syllabe tin du mot matin est accent tonique dans le premier syntagme et ne l'est pas dans le second, car ici froid détermine la limite du groupe nominal. Accents toniques minimaux et surajoutés. Analysons plus en détail les possibilités de scansion par placement des accents toniques sur des vers classiques. Alors on prendra comme exemple un sonnet d'alexandrin tous balancés, présentant une césure centrale, et ce sera le poème Antéros de Gérard de Nerval. On se limitera à la première strophe, où j'ai noté les accents toniques les plus congruents, et interprétation par Josiane Moral-Robin. Tu demandes pourquoi j'ai tant de rage au cœur et sur un col flexible une tête indomptée. C'est que je suis issue de la race dentée.
Je retourne les dards contre le Dieu vainqueur. Observons en premier lieu qu'un accent tonique à la fin de chaque hémistiche, figuré ici en orange, correspond au rythme propre de l'alexandrin. L'accent terminal à la fin du vers n'est pas absolument indispensable, puisque cette fin de vers est signifiée par un arrêt temporel. En revanche, l'accent tonique au niveau de la césure peut être considéré comme quasiment obligatoire pour que le vers apparaisse bien oralement comme un alexandrin balancé à césure centrale. Des accents toniques supplémentaires qui définissent la scansion peuvent être surajoutés et ils sont figurés ici en blanc. Alors ce ne sont pas tous les accents surajoutés possibles, mais ceux qui apparaissent les plus congruents. Alors on pourrait penser qu'il y a une certaine indétermination pour placer ces points, et en fait pas tellement. Et on peut noter chaque combinaison d'accents toniques surajoutés par deux chiffres qui sont en gras ici. Le premier chiffre représente le rang de l'accent tonique dans le premier hémistiche. 0 indique l'absence d'accent tonique surajouté. Et c'est pareil pour le second chiffre qui représente le rang de l'accent tonique dans le deuxième hémistiche. Alors par exemple, le premier vers, tu demandes pourquoi j'ai tant de rage au cœur, eh bien sera noté 3 au 0. Éléments statistiques sur les accents surajoutés. Voici quelques éléments statistiques relatifs à 397 alexandrins classiques balancés, choisis du XVIIe au XIXe siècle. Alors attention, ces résultats ne fournissent pas des fréquences constatées pour des accents toniques sur des déclamations réelles. Ils représentent des possibilités de scansion congruente potentielles que j'ai moi-même testées. Comme je l'ai dit précédemment, eh bien, il ne m'est pas apparu tellement d'indétermination pour l'établissement de ces accents. Remarquons qu'aucune valeur n'est donnée pour la position 6, c'est-à-dire la dernière syllabe de chaque hémistiche, en orange ici, car elle ne correspond pas à un accent surajouté, mais à un accent définissant la scansion minimale de l'alexandrin. Quelques règles de distribution des accents toniques surajoutés. Alors il apparaît tout d'abord un tropisme vers le centre de l'hémistiche. Un accent supplémentaire congruent occupe généralement les positions 1, 2, 3, 4 dans le premier hémistiche et 2, 3, 4 dans le second. La position la plus naturelle, c'est la position 3 au centre de l'hémistiche, et les positions les moins favorables se trouvent à proximité d'un accent obligatoire, c'est-à-dire l'hémistiche ou la fin de vers. Alors il semble que l'espace idéal entre deux accents toniques soit de 2 syllabes. En deçà et au-delà, les positions deviennent inconfortables. La position 3 constitue donc un tropisme évident, surtout pour le deuxième hémistiche, ce qui traduit l'incompatibilité d'un accent tonique avec les limites de l'hémistiche, qui sont elles-mêmes marquées par un accent tonique. Cas des alexandrins sans accent tonique surajouté. Il semble que les positions 0 soient courantes, surtout si le contenu concerne des monosyllabes. Accent tonique fortement souhaitable pour les mots terminés par un E post-accentuel. Alors c'est une constatation essentielle qui influera sur l'écriture. Dans l'exemple suivant, le E post-accentuel de la syllabe de du mot demande passera d'autant mieux à la déclamation que l'accent tonique précédemment sera marqué. Tu demandes pourquoi j'ai tant de rage au cœur. Pareil dans le vers suivant avec le mot quelque. Quelque sujet qu'on traite ou plaisant ou sublime. Un autre avantage au marquage de l'accent tonique avant un E post-accentuel, c'est d'éviter les confusions sémantiques, comme nous le verrons précisément plus loin.
Impossibilité de succession de deux accents toniques. Alors en revanche, la position 5 est quasiment inconcevable, et 1 pour le deuxième hémistiche, c'est-à-dire que deux accents toniques ne peuvent se suivre, sauf en cas de ponctuation spécifique. Si la position 1 du deuxième hémistiche est occupée par un dissyllabe dont la deuxième syllabe comporte un E post-accentuel, il y aura difficulté à marquer l'accent tonique de ce mot. Nous en avons vu un exemple dans le quatrain d'Astéros. La syllabe con du mot contre devrait être préférentiellement accent tonique, ce qui ne peut être le cas en raison de la proximité de dar en fin de premier hémistiche. Et c'est même plutôt la syllabe tre de contre qui risque d'être la plus appuyée. Il s'ensuit une confusion avec la possibilité sémantique contre eux, pronom personnel et non article, comme indiqué ci-dessous. Nous avons un autre exemple de cette impossibilité de deux accents toniques contigus dans le vers suivant. L'on ne pouvait surprendre homme dans ce bois dense. L'on ne pouvait surprendre un homme dans ce bois. On constate que dans le vers modifié, cela passe beaucoup mieux. Non-congruence des successions de trois accents toniques. Le cas de trois accents toniques, donc deux accents toniques surajoutés par hémistiche, sont possibles théoriquement, mais généralement peu congruents. On en a un exemple ici. Crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié. Alors, cette conformation avec trois accents toniques dans le premier hémistiche, cri, point et Dieu est possible, mais la suivante paraît largement préférable avec un accent d'attaque initial sur cri et un accent minimal obligatoire en fin d'hémistiche sur Dieu. Crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié. Accent tonique comme substitut de la ponctuation. L'accent tonique peut être créé au niveau d'une ponctuation qu'il contribue à indiquer à défaut d'arrêt temporel. Par exemple, Ah, loin de ces cités où les bruits de la terre, Jéhovah le dernier vaincu par ton génie. l'accent tonique joue ainsi le rôle de marquage syntaxique, facilitant la compréhension du texte. Bien d'autres caractéristiques peuvent expliquer la distribution spécifique des accents toniques. Nous resterons limités à celles qui nous intéressent, eu égard au but proposé par cette analyse. Résumé des facteurs régissant la distribution des accents toniques supplémentaires. Accents minimaux définissant la scansion de l'alexandrin en début et en fin de chaque hémistiche. Accent surajouté induisant une scansion spécifique. Accent tonique fortement souhaitable pour les mots terminés par un E post-accentuel. Tropisme vers le centre de l'hémistiche. Quasi-impossibilité de succession de deux accents toniques. Non-congruence de trois accents toniques dans un hémistiche. Et accent tonique comme substitut de la ponctuation. Conséquences pour la déclamation. En ce qui concerne la déclamation, plusieurs possibilités s'offrent au premier abord. Gommer plus ou moins tous les accents toniques. Réaliser une scansion minimale qui correspond à la fin de chaque hémistiche. Surajouter des accents toniques possibles. Éliminons immédiatement la première solution qui ne correspond pas à une scansion définissant l'alexandrin. Il nous reste donc les deux autres possibilités que nous allons essayer. Déclamation avec accents toniques minimaux en fin d'hémistiche. Tu demandes pourquoi j'ai tant de rage au cœur et sur un col flexible une tête indomptée. C'est que je suis issue de la race dentée. Je retourne les dards contre le Dieu vainqueur.
L'avantage de cette déclamation, c'est qu'elle met en relief le mieux possible la spécificité métrique de l'alexandrin, mais elle engendre une certaine monotonie. Et surtout, l'inconvénient majeur, c'est que les E post-accentuels passent beaucoup moins bien. Conséquence, cette déclamation détermine des plages rythmiquement neutres qui ne mettent pas en relief les mots, ce qui nuit à la perception du sens et ce qui entretient plus difficilement l'attention de l'auditeur. Déclamation avec accent tonique supplémentaire. Tu demandes pourquoi j'ai tant de rage au cœur, et sur un col flexible, une tête indomptée. C'est que je suis issue de la race dentée. Je retourne les dards contre le Dieu vainqueur. Dans ce cas, la lisibilité rythmique de l'alexandrin est plus ou moins altérée. En revanche, la perception du sens est facilitée par une mise en relief plus accusée des mots, ce qui évite les confusions sémantiques, assez nombreuses en langue française, il faut bien l'avouer. Également, les E post-accentuels passent mieux, comme nous l'avons dit, si on renforce un peu plus l'accent tonique précédent. Les accents toniques supplémentaires peuvent réaliser également un marquage syntaxique qui supplée à la ponctuation, et elles agissent comme marqueurs syntaxiques, ce qui facilite également la compréhension. D'une manière générale, la déclamation paraît plus animée, plus vigoureuse, ce qui contribue à capter l'intérêt des auditeurs. Toutefois, si la scansion est trop appuyée, elle monopolise trop par elle-même l'attention de l'auditeur en tant que rythme qui prévaut toujours sur le sens, et en ce cas, la perception du sens peut être amoindrie. En définitive, il faut nuancer le marquage des accents temporels surajoutés pour en tirer les qualités et en éviter les défauts. En conclusion de cette partie, on peut se demander si toutes ces considérations présentent un réel intérêt pratique pour le déclamateur et pour l'auteur. Alors en effet, sur le plan pratique, il est tout de même difficile de maîtriser le marquage de la scansion et la réalisation s'appuie plutôt sur l'habitude, sur l'intuition, et elle est propre à la personnalité de chaque déclamateur. Néanmoins, il convient pour le déclamateur de s'interroger sur ce sujet afin d'orienter sa déclamation vers la qualité artistique optimale. Une pratique artistique, quelle qu'elle soit, n'est jamais entièrement intuitive ni entièrement consciente. Elle évolue et elle s'améliore par une interaction et une intégration de ces deux mécanismes psychiques. Préconisations concernant l'écriture. 2 cas doivent être évités en écriture. 10 syllabes terminées par un E post-accentuel après la césure. Considérons l'exemple suivant. SIF est accent tonique obligatoire comme marqueur de la césure. Orne implique un accent en tant que mot terminé par un E post-accentuel. Alors on constate que la déclamation est assez laborieuse. Les buis dans le massif ornent les frondaisons. Et si on modifie le vers de la manière suivante, Les buis dans le massif, ornement du jardin. on constate que la gêne disparaît. Plusieurs mots à E post-accentuels dans un hémistiche. Il est fortement conseillé de limiter à un seul le nombre de E post-accentuels par hémistiche, non compris le E post-accentuel en fin de vers. Ils engendrent 3 accents toniques dans un hémistiche et la répétition des E post-accentuels est relativement désagréable. Considérons l'exemple suivant. La grande porte geint sous le vent hivernal. La porte s'est rompue sous le vent hivernal. Alors, ces cas de E post-accentuels multiples dans un hémistiche sont cependant rarissimes en raison des limitations d'espace qui sont imposées par l'alexandrin.
Voilà donc en ce qui concerne les accents toniques, et c'est finalement un sujet qui est plus complexe qu'on pouvait l'imaginer au départ. Il nous reste à considérer pour une prochaine vidéo le problème de l'intonation et des arrêts temporels. Et là, quand j'utilise le mot problème, ce n'est pas du tout un abus de langage, car en poésie, les arrêts temporels sont un véritable problème. Et cela nous amènera au cœur de l'interprétation déclamatoire liée à l'alexandrin. Merci de m'avoir écouté.